Et bienvenue à tous dans la nouvelle émission politique de France Info. Une demi-heure ensemble pour aller au fond des choses. Bonjour Jean-Michel Apathy. Bonjour Fabienne. Avec vous, Gilles Bornstein et Guy Birenbaum. Et notre invité ce matin est député Les Républicains des Yvelines, candidat à la primaire à droite. Bonjour Henri Guénaud. Vous avez envie d'être candidat aux primaires des Républicains? Est-ce que vous le serez? Est-ce que vous aurez les parrainages pour l'être? Eh bien, nous le serons le 9 septembre. Et vous en êtes où? Ça se passe plutôt bien ou c'est plutôt difficile? Maintenant, c'est difficile, oui. Oui, c'est difficile. Et donc, vous risquez de ne pas être candidat. Si vous n'êtes pas candidat, vous allez soutenir qui? Alors, d'abord, il faut se demander pourquoi c'est difficile. Ah oui, pourquoi, tiens? On vous en demande trop? Non, mais c'est difficile parce que c'est un système extrêmement verrouillé. Vous savez, les primaires, d'abord, c'est un mauvais système au regard des institutions de la Ve République. C'est un système qui prétendait sortir la désignation des candidats des mains des partis. Or, au contraire, c'est une reprise en main des partis, en tout cas pour ce qui concerne ma famille politique, où jamais le parti n'a désigné un candidat. C'est ça, c'est une première, et donc vous expérimentez un système. Ce sera difficile pour vous d'être candidat aux primaires. Si vous ne l'êtes pas, vous soutiendrez quelqu'un? Nicolas Sarkozy, Alain Juppé, j'ai déjà François dit Fillon. ce que je ferai si je n'ai pas mes parrainages. C'est-à-dire si je ne peux pas participer, si je ne peux pas concourir, si je ne peux pas prendre part au débat, eh bien, je serai candidat à l'élection présidentielle. Carrément. Vous aurez les parrainages? Vous y arriverez? 500 Eh parrainages. bien, c'est 500 parrainages, mais ce ne sont pas les mêmes. Mais vous les aurez... Je ne sais pas si je C'est les pas aurai. tellement On a du mal à imaginer que vous puissiez les avoir, mais peut-être qu'on se trompe. Pourquoi? Parce que c'est très difficile. On a vu d'autres candidats ne pas y arriver. Et on a vu des candidats ne pas y arriver. On a vu aussi Charles Pasqua en son temps, on les avait pas eu. On a vu des candidats aussi y parvenir. Voilà, c'est un gisement de 40 000 élus. De droite, de gauche, sans étiquette, des maires, eh bien, je ferai mon tour de France et j'irai les chercher. Juste un mot, vous avez dit c'est verrouillé par qui? Non, mais c'est verrouillé par les appareils. C'est-à-dire que vous voyez bien les conditions qui ont été posées, qui sont pires que celles de la primaire socialiste de 2012, qui sont bien pires que les conditions pour être candidat à l'élection présidentielle. Bon, votre parti n'est pas très démocratique. Voilà, c'est le constat que non, vous faites. Je vais vous dire, je pense qu'aujourd'hui, les partis sont très peu démocratiques en général. En général, mais ils font semblant de l'être. Et plus ils font semblant de l'être, en réalité, moins ils le sont. Jean-Pierre Chevènement est pressenti pour prendre la tête d'une future fondation de l'islam de France, puisque la place de l'islam en France aujourd'hui est un peu au centre du débat démocratique. Écoutez ce que disait Jean-Pierre Chevènement hier matin sur France Inter à propos de l'islam. Bernard Cazeneuve a rappelé que le but doit être l'apaisement, la non-stigmatisation, mais en même temps chacun doit faire un effort. Et il me semble que il est de mon devoir de rappeler qu'une certaine discrétion est souhaitable. Alors évidemment, les représentants des musulmans en France vivent mal ce conseil de discrétion qu'on leur donne. Comment réagissez-vous, Henri Guénaud? Bien, je pense qu'ils ont tort, d'abord parce que... Ah, ils ont tort Non, mais vous me demandez mon avis, je vous le donne. Moi, je pense qu'une fois de plus, Jean-Pierre Chevènement est un peu la voix de la sagesse. C'est-à-dire que nous devons être accueillants à cette nouvelle religion. Dans nos principes et nos valeurs, il y a la liberté de conscience, il y a la liberté de conscience, la liberté de culte, la liberté de croyance. Nous devons respecter toutes les croyances, mais je crois qu'il y a quelque chose que nous ne pouvons pas accepter qui finira mal, c'est toute forme de provocation et de tentation d'exprimer une forme de séparatisme culturel, social au sein de la société française. Porter un voile, c'est une provocation? Eh bien, ça dépend des circonstances et ça dépend du voile. Ça peut être un voile, ça peut être une provocation. Non, mais, oui, par exemple, porter une burqa, c'est une provocation. Je parle du voile. Pas un voile, mais je parle du voile. Porter un vêtement, ça peut être une provocation. Voilà, je pense que porter un voile dans une salle de cours, c'est une forme de provocation. Moi, on m'a appris. Attendez, on m'a appris. Ça n'a rien à voir avec la religion. D'ailleurs, je trouve qu'on met beaucoup trop l'accent sur la religion et pas assez sur une question, à mon avis, plus essentielle, qui est la question de la civilisation et de la société dans laquelle nous voulons vivre. On m'a appris, quand on entrait dans une salle de classe, eh bien, on se découvrait. On enlevait sa casquette, on enlevait sa kippa, on enlevait son voile, son foulard. Voilà. Comment voulez-vous que nous vivions ensemble si nous ne respectons pas les codes qui nous permettent depuis si longtemps de vivre ensemble? Donc il faut élargir au-delà de l'école la loi de 2004. Donc l'université, comme certains chez vous le disent, et même y compris Manuel Valls, voire dans les entreprises, y compris privées. Alors là encore, il faut raison garder. Je
Je pense qu'il faut garder son sang-froid, il faut éviter de proposer n'importe quoi. Il est hors de question, mais d'abord, il est hors de question pour moi de considérer qu'il s'agit là de signes religieux. Je pense qu'on a fait une erreur sur la loi, au moment de la loi sur l'école, en parlant de signes religieux. Le voile n'est pas un signe religieux. La burqa. Mais ça ne concerne pas. Non, mais le voile, c'est un signe religieux. La nature religieuse du voile ne concerne pas le responsable politique de la République. Voilà. La burqa a été interdite, non pas parce que c'était un signe religieux, raisons de sécurité, mais pour des raisons d'ordre public et en réalité pour des raisons encore de civilisation, de statut de la femme, de rapport entre les gens. Moi, je considère qu'il faut maintenant assumer que nous avons le droit, nous Français, tous ensemble, et nos compatriotes musulmans avec nous, de choisir la civilisation dans laquelle nous voulons vivre. Et dans cette civilisation, il y a tout ce qui concerne les rapports des uns avec les autres. Mais pardon, je voudrais vous poser une question précisément sur l'islam. Est-ce que sur le statut de la femme, vous considérez que l'islam pose en France des problèmes que les autres religions ne posent pas ? Mais je refuse de rentrer dans le débat religieux. Voilà, c'est-à-dire que. Oui, mais moi j'ai vécu. Pardonnez-moi. Il existe. Nicolas Sarkozy a dit qu'il faut citer l'islam. Ça n'est pas religieux. C'est culturel, c'est civilisationnel si vous voulez. Je refuse de considérer que c'est religieux. Ça ne me regarde pas. Je ne suis pas un exégète du Coran. On vous sent gêné par la question ? Non, pas du tout. Je trouve qu'on met la laïcité à toutes les sauces. Je trouve qu'on met la religion à toutes les sauces. Je trouve absurde de vouloir faire disparaître la religion de tout l'espace public. Ça n'est pas une question de religion. Un peu quand même. Non, peut-être que pour ceux qui le font, c'est une question de religion. Pour le responsable public, ça ne l'est pas. Le responsable public, il a à faire en sorte que tout le monde puisse vivre ensemble selon un modèle de société, de civilisation. Dans le modèle français auquel je tiens, il n'y a pas de communauté, il n'y a pas de séparatisme communautaire, il n'y a pas de séparatisme culturel. Henri Guénaud, on va reprendre cette conversation là où on la laisse, l'info à 8h40. Mais on y reviendra, et c'est promis, l'info à 8h40, c'est avec Victor Matet. Le lancement hier au ministère de l'Intérieur des consultations sur la création de la future fondation pour l'islam de France. C'est une étape historique, estime ce matin sur France Info Mohamed Moussaoui, président d'honneur du Conseil français du culte musulman. Le financement de l'islam est l'un des enjeux principaux de cette nouvelle organisation. La France se retire des négociations sur le TAFTA, le projet de traité de libre-échange Europe-États-Unis, annonce ce matin du secrétaire d'État au commerce extérieur Matthias Fekl. Les discussions auront duré 3 ans pour le gouvernement français. Eux discutent depuis 1h30 des représentants de Lactalis et des producteurs laitiers. Ces derniers demandent toujours aux leaders du secteur de revoir ses prix d'achat du lait à la hausse. Pas moins de 300 € la tonne, confirme Sébastien Amand de la FDSEA de la Manche, invité ce matin sur France Info. Il participe aux négociations en cours à la préfecture de Laval. La mise en garde de Manuel Valls, à 8 mois maintenant de la présidentielle, partir divisé égale défaite assurée pour le Premier ministre. Message donc d'unité lors du meeting de la majorité hier soir près de Toulouse. Un adversaire privilégié, Nicolas Sarkozy, l'ancien président, représente une menace considérable, un programme brutal qui vise notre modèle social, estime Manuel Valls. Il était l'un des acteurs fétiches du très loufoque Mel Brooks. L'américain Gene Wilder est mort à l'âge de 83 ans. Son rôle le plus célèbre, Willy Wonka, c'était dans Charlie et la chocolaterie au début des années 70. France Info. Et la suite de l'émission politique de France Info avec Henri Guénaud. Vous avez entendu le discours, j'imagine, hier de Manuel Valls. Vous avez entendu la phrase qui circule beaucoup, c'est celle-ci. Et puisque vous parlez les uns et les autres, et vous le faites bien, vous parlez de Marianne. Marianne, le symbole de la République. Elle a le sein nu parce qu'elle nourrit le peuple. Elle n'est pas voilée parce qu'elle est libre. C'est ça la République. C'est ça Marianne. C'est ça ce que nous devons, nous, toujours porter. Il a raison, Manuel Valls, ou on est en train de mettre Marianne à toutes les sauces, là ? Oui, je trouve qu'on met la laïcité à toutes les sauces et la République aussi. Alors, c'est une phrase amusante, mais presque en forme de boutade. Il ne le dit pas comme une boutade, hein, le Premier ministre. Non, mais moi, je le vis comme une boutade. Je le reçois comme une boutade parce que la République, elle a mis bien longtemps à accepter le sein nu. C'est sûr que c'est une question. Non, mais c'est intéressant. C'est une question d'époque. Les mêmes gestes, les mêmes attitudes n'ont pas la même signification selon les contextes et selon les époques. Au XIXe siècle, on se baignait tout habillé. Enfin, il dit surtout Marianne n'est pas voilée.
Et je pense que quand on est musulman, on peut se demander, tiens, est-ce qu'on a le droit d'être français? Oui, mais parce que ce qui est intéressant aussi dans sa phrase, c'est ça. Marianne n'est pas voilée. Oui, elle n'est pas voilée, mais allez, si vous y êtes sûrement allé dans les pays, un grand nombre de pays arabo-musulmans, il y a une trentaine ou une quarantaine d'années, ou une cinquantaine d'années, vous auriez vu peu de femmes voilées. Hein, vous seriez allé à Tunis il y a quelques années, vous voyez pratiquement pas de femmes voilées. Il y a 50 ans au Caire, il n'y avait pas une femme voilée, et a fortiori une femme en noir. Il y a 15 ans, 20 ans, il y en avait partout. C'est quelque chose, c'est pas. Non, mais ça prouve qu'il n'y a pas d'impossibilité, que ça n'est pas une prescription religieuse et culturelle absolument intangible et indépassable de se retrouver dans une société de ce genre. Et en plus, cette société, elle crée cette attitude sociale, elle crée à l'intérieur de la société française, à l'intérieur de la communauté nationale, des sous-communautés où quelques-uns imposent leurs lois à tous les autres. Il y a des quartiers où la femme ne peut plus, qu'elle le veuille ou non, retirer son voile ou son foulard. Et bien ça, il y en a beaucoup qui le portent parce qu'elles le veulent, monsieur Guénaud. Oui, je vais vous dire. Moi, quand je suis arrivé au service militaire, je suis arrivé un peu plus tard que les autres pour des raisons d'examen. Ils étaient tous en uniforme. Ils étaient tous passés chez le coiffeur. Et moi, ce soir-là, j'étais en costume de ville et je suivais la marche en ordre serré de mes camarades au milieu de la cour de l'école de cavalerie de Saumur. Et ben, je vais vous dire, je me suis senti très mal. Et j'aurais donné n'importe quoi pour avoir les cheveux courts, des rangers aux pieds et un uniforme. Bon, on va pas dire rapport, mais ça ne veut pas tout à fait pareil. Si, ça ne veut dire quand vous êtes dans un milieu pour soutenir. Mais allez voir. Je veux dire, quand vous êtes dans un milieu qui vous impose un modèle social, c'est très difficile de s'en distinguer. Premièrement, et deuxièmement, il faut voir dans certains endroits la pression qui s'exerce, une pression parfois violente, parfois simplement morale et sociale, mais elle est très souvent très dure, très forte. Pour soutenir votre candidature à l'élection présidentielle, Henri Guénaud, vous publiez un livre qui s'intitule « Pour en finir avec l'économie de sacrifice ». Il est édité chez Odile Jacob. Nous allons donc parler d'économie. Oui, ça permettra de parler un peu d'autre chose. Oui. Voilà, le secrétaire d'État au commerce extérieur, Matthias Felk, ce matin, dit que la France veut l'arrêt des négociations sur le traité de libre-échange transatlantique, le fameux TAFTA. J'imagine que vous accueillez cette prise de position du gouvernement français comme une bonne nouvelle, Henri Guénaud. Oui, je l'accueille comme une bonne nouvelle parce que cette négociation a été engagée dans de mauvaises conditions. Comme toujours, les États-Unis veulent imposer leur point de vue. On est retombé comme toujours sur les mêmes écueils. Je pense à ce qui était arrivé il y a quelques années avec l'accord multilatéral sur les investissements, avec l'idée que, au fond, les gouvernements ne peuvent plus en aucun cas avoir une politique économique. Ni même d'ailleurs une politique sociale, puisque chaque fois qu'un gouvernement, c'était un peu l'idée de ce TAFTA, chaque fois qu'un gouvernement prendra une décision, changera la fiscalité, les réglementations, il devrait être conduit à indemniser les investisseurs étrangers. Voilà, on est dans des positions inacceptables que les Américains ne s'appliqueront jamais à eux-mêmes. Cette négociation n'aura sans doute pas lieu, puisque le gouvernement veut. Oui, parce qu'on est à la fin. D'abord, parce que le problème quand même de ces négociations, c'est qu'elles sont confiées à Bruxelles, puisque c'est une compétence exclusive de la Commission européenne. Et on ne sait pas ce qui se passe pendant des années. Et la Commission, elle a pas de compte à rendre à des électeurs. Elle a en charge aucun intérêt vitaux d'aucune. Et donc cette négociation va maintenant s'arrêter. Voilà. Et c'est la fin, monsieur. C'est la fin d'une religion du libre échange totalement aveugle. C'est une religion, c'est le libre échange. C'est une information. Gilles Manchal. C'était une boutade, Henri Guénaud. Gilles Manchal. Mais nous avons fini par en faire une religion, comme la concurrence. C'est quoi l'économie du sacrifice que vous dénoncez dans votre livre? L'économie du sacrifice, c'est l'économie, ou c'est la politique économique qui consiste à penser qu'on va résoudre les problèmes économiques en demandant aux gens toujours plus de sacrifices. C'est celle des Républicains. C'est celle d'à peu près toute la classe politique. Non, celle des Républicains, oui, bien sûr. C'est celle des Républicains. C'est celle aussi du Parti Socialiste. 100 milliards de dépenses publiques en moins pour les candidats aux primaires. Alors attendez, il y a les sacrifices d'abord, les impôts. Aujourd'hui, c'est davantage les Républicains qui les demandent que les socialistes, franchement. D'accord, simplement, ça fait 40 ans. 40 ans. Droite et gauche confondues,
que nous nous enfonçons dans cette folie. Bon. 40 ans, on l'a vu d'ailleurs, à la fin de la crise, on a augmenté de 30 milliards les impôts. C'est le gouvernement. Nos successeurs ont augmenté de 30 milliards les impôts. Tout ça pour soi-disant réduire les déficits, alors que la reprise était là, on a cassé la reprise. C'est un mouvement dans lequel on a assisté dans tous les grands pays développés, sauf peut-être les États-Unis. Et encore certains avaient une politique monétaire laxiste et d'autres une politique monétaire rigoureuse. Monsieur Guénaud, lorsque Manuel Valls dit hier, par exemple, qu'il faut desserrer un peu les taux du pacte de stabilité, vous dites quoi? Il a raison, il faut desserrer. Mais oui, il a raison, mais que ne l'avons-nous pas fait plus tôt? Ah oui, entre 2007 et 2012, par exemple. Mais entre 2007 et 2012, il y a eu une crise terrible, et heureusement que tout le monde, même les Allemands, que tout le monde a ouvert les vannes budgétaires. Pourquoi? Parce qu'il fallait récupérer sur les budgets publics, pour les mutualiser sur tout le monde, les risques et la dette des acteurs privés. Voilà, et si on ne l'avait pas fait, tout se serait effondré. Voilà, tout le monde le sait, il n'y a pas un économiste normal dans le monde qui soit keynésien, libéral, ultralibéral. Le Front National a raison quand il dit qu'il ne faut pas des idéologues. C'est un exemple. Le Front National, au nom du pragmatisme, dit ce serait mieux si on sortait de l'euro. Je finis un instant. Non, j'aimerais que vous répondiez à l'euro, on n'aura pas le temps sinon. Je vais vous y répondre, je vais quand même vous donner sur les ravages de l'idéologie. Le Front National. Les ravages de l'idéologie en 2008. Lehman Brothers a des difficultés. On laisse tomber Lehman Brothers. Tous les idéologues abrutis du monde vous expliquent que c'est très bien. On est tourné vers l'élection présidentielle. Oui, mais l'élection présidentielle trouve ses racines. Tort ou raison de sortir de l'euro. Et on n'est pas sur une terre vierge. Tort ou raison de sortir de l'euro. Je vais y venir. Tout le monde dit qu'il faut laisser tomber. C'est bien d'avoir laissé tomber les Brothers, ça va assainir la loi du marché, de la concurrence. Quelques heures après, le monde entier voit le sol se dérober sous ses pieds, parce que la première compagnie d'assurance du monde va suivre, parce que tout va s'effondrer. Voilà les idéologues. Alors c'est très bien de faire de l'économie idéologique, c'est mieux aussi de tenir compte des réalités. Et justement, s'agissant de l'Europe et de l'euro, tenons compte des réalités. Personne ne sait ce que donnerait une sortie de l'euro. Personne. Peut-être que l'euro explosera parce que l'euro a été une erreur. L'euro a été une mauvaise chose. Les modalités de l'euro ont été tout à fait désastreuses. Heureusement que M. Draghi est là. Heureusement qu'il a réussi à passer par-dessus le veto allemand pour faire la politique qu'il est en train de faire. Mais je ne crois pas. On va s'arrêter juste une seconde. On se retrouve dans 90 secondes, juste 90 secondes, le temps de refaire le tour de l'actualité, s'il vous plaît, avec Victor Matet. Pierre Gattaz, ce matin dans Les Échos, salue les propositions économiques de Nicolas Sarkozy, d'Alain Juppé ou bien de François Fillon. Les principaux candidats à la primaire de la droite sont attendus à partir de cet après-midi et jusqu'à demain à l'université d'été du MEDEF. Elle se déroule comme chaque année sur le campus d'HEC à Jouy-en-Josas, tout près de Paris. Nicolas Sarkozy au centre des critiques hier soir à Colomiers, près de Toulouse. Meeting de rentrée de la majorité pour le Premier ministre Manuel Valls. Le président du parti Les Républicains représente une menace considérable qui impose son agenda à la droite et s'assoit sur les grands principes de la Constitution. Des policiers ou bien des employés de sécurité devant chaque école et crèche de la ville de Nice dès jeudi pour la rentrée scolaire. Un mois et demi après l'attentat du 14 juillet, l'annonce ce matin sur France Bleu Azur du président de la région PACA, Christian Estrosi. C'est reparti à la préfecture de Mayenne à Laval pour les négociations entre producteurs laitiers et Lactalis. Troisième réunion en quelques jours. Une éventuelle sortie de crise si le géant du secteur accepte les conditions des agriculteurs. Revoir à la hausse les prix d'achat du lait. Certains ont passé la nuit devant une quinzaine de sites de Lactalis. C'est ce qui s'appelle avoir un gros pépin. Apple pourrait bien devoir régler des milliards d'euros. La Commission européenne doit infliger aujourd'hui une amende à la marque à la pomme, une sanction pour avoir bénéficié d'un traitement fiscal avantageux en Irlande. Et retour dans l'émission politique de France Info. Henri Guénaud, vous allez entendre votre ami ou ex-ami, vous nous direz ce qu'il faut dire, Nicolas Sarkozy. Quant à moi, j'avais dit que j'arrêtais la politique, je l'ai arrêté. J'étais parfaitement sincère et puis au bout de 2 ans et demi, j'ai vu mon parti d'alors, l'UMP, qui s'effondrait, Madame Le Pen qui triomphait. Il a fallu que je reprenne le travail, que je redresse ma formation politique. 18 mois après, elle est devenue la première formation politique de France. Croyez-moi, j'étais très heureux dans ma vie d'avant. Mais puisqu'un défi se présente, que ce défi s'appelle la France, tout pour la France, j'ai bien l'intention de le mener de toutes mes forces. Voilà, c'était hier matin sur RTL.
Il est sincère quand il dit ça. Il aimait bien sa nouvelle vie, mais il a dû revenir parce que vous savez, la France l'appelait. Je déteste faire de la politique en faisant des procès d'intention. Donc il est sincère. S'il le dit, faisons-lui crédit de sa sincérité. Il a changé. Mais oui, mais comment voulez-vous pas ça? Mais si. Moi, je fais crédit de leur sincérité à tous les hommes politiques. Vous dites ça avec parfois, un petit sourire. Parfois, pour ceux qui ne voient pas l'image. Vous souriez là, monsieur Guénaud. Mais oui, mais parce qu'il n'y a pas d'autre... début d'émission que les primaires, il n'y a pas d'autre moyen que de faire, il n'y a pas d'autre manière de faire de la politique que de faire crédit. Bon, parfois c'est mal, parfois c'est... Mais les Français, ils font plus crédit, monsieur Guénaud. C'est ça le sujet. Il vient aux hommes politiques de retrouver la confiance des Français. Voilà, c'est à chacun de juger des accents de sincérité des uns et des autres. Mais vous jugez pas. Vous avez bien connu Nicolas Sarkozy pendant l'exercice de son mandat, puisque vous le conseillez. Il nous dit qu'il a changé. Est-ce qu'il a changé? Par rapport à ce que j'ai connu en 2006, 2007, jusqu'à 2012... Ça n'a pas l'air très net, le changement, quand on vous écoute. Si. Si, il a changé, mais... En bien ou en mal? Je ne m'y reconnais pas forcément. Voilà. De quelle manière a-t-il changé pour vous? Non, mais mal, bien. Vous ne vous y reconnaissez pas? Dans quoi est-ce que vous ne vous reconnaissez pas dans ce qu'elle dit? Mais ni dans le projet, ni dans la façon de faire, ni dans le ton. Aujourd'hui, il a dérivé là sur le Burkini un petit peu? Il est allé trop loin? Non, je ne pense pas qu'il est allé trop loin. C'est que je crois encore une fois que si on doit réglementer les codes vestimentaires, et pourquoi pas, si on doit faire une loi et légiférer, on ne peut pas le faire sur le fondement des signes religieux. Voilà, je ne suis en désaccord avec l'idée. On va parler du Burkini. On va interdire l'expression de tous les signes religieux. On parlait de Nicolas Sarkozy. Ce serait pas une bonne chose s'il redevenait président de la République, parce que ça, c'est les Français qui en décideront. Vous pourriez voter pour lui? Oh, je pourrais, oui. D'accord. Si c'est le candidat désigné par les primaires des Républicains, vous voteriez pour lui, Henri Guénaud? Ça n'est pas à mes yeux une raison suffisante. Mais vous pourriez ça n'est pas une raison suffisante. Non, parce que j'ai déjà expliqué que si je n'avais pas mes parrainages... Donc au premier tour, vous votez pour vous, c'est ça que vous êtes en train de nous expliquer? C'est exactement ça. Oui. Ah, d'accord. Voilà, c'est exactement ça. Vous avez parfaitement compris. Je vous remercie. Si jamais je suis candidat, c'est pour essayer d'être élu, en tout cas pour faire bouger par tous les moyens les lignes du débat politique. C'était aussi le but de ce livre. Je vous défie, monsieur Apathy, de trouver un homme politique écrivant un livre de ce genre. On peut être d'accord ou on peut être en accord ou en désaccord. 550 pages sur l'économie, c'est écrit assez... 650. C'est écrit assez petit, effectivement. Il n'y en a pas beaucoup qui sont capables de l'écrire. Je suis d'accord avec vous. Il n'y a pas d'image, vous avez raison. C'est 150 pages de réflexion. Pourquoi? Parce que comme disait Keynes, ce ne sont pas tant les intérêts qui mènent le monde, ce sont les idées. Alors, est-ce qu'on va se mettre, oui ou non, à faire de la politique avec des idées, en ayant réfléchi aux idées, en ayant examiné les idées, en ayant fait son examen, j'allais dire, de conscience intellectuelle et morale, dans un monde qui a totalement changé. Nous parlons de tous ces sujets comme si au fond, nous étions dans les années 1980 ou même les années 1970. C'est invraisemblable. Et en oubliant d'ailleurs que beaucoup de nos débats, les termes de beaucoup de nos débats datent de 200 ans. Donc, nous verrons, Henri Guénaud, comment... vous vous situerez dans cette campagne des primaires. Vous avez dit... ce que sera la campagne. Vous avez dit, moi, je suis gaulliste. En tout cas, je déteste la violence qui est en train d'envahir la politique là, depuis quelques semaines. La violence chez les Républicains. La violence chez tout le monde. Non, parce qu'ils sont chez vous. Ils sont gentils à gauche. On a vu ce week-end... Ils sont gentils à gauche. On a vu chez vous ce week-end que c'était effectivement pas très gentil. Vous avez dit, moi, je suis gaulliste. Et on a entendu François Fillon dimanche qui disait ceci. Donc voilà un concurrent direct, Henri Guénaud. Écoutez. Mes amis, je n'ai qu'un modèle en politique. Celui du général de Gaulle. C'est son image, c'est son charisme, c'est son autorité, c'est son incarnation de l'État, c'est son bon sens qui m'ont séduit quand j'étais adolescent. Je suis gaulliste. La belle affaire, me direz-vous. Tout le monde est gaulliste aujourd'hui. Eh bien, encore faut-il s'entendre sur ce que cela signifie. Être gaulliste, c'est d'abord avoir une haute idée de la politique et de la France. Il est gaulliste, François Fillon? Oh, il y a beaucoup de place dans la maison du père, vous savez.
Mais ça prouve que le même modèle peut servir. Il y a beaucoup de références religieuses, si je puis me permettre. Oui. Ça prouve que le même modèle peut servir à beaucoup de gens. Moi, je ne suis pas le porteur de la vraie croix. Il n'y a pas de catéchisme gaulliste. Je sais ce que pour moi signifie être gaulliste. Je ne me reconnais pas forcément dans tout ce que disent ceux qui revendiquent cette filiation. Et il disait, vous imaginez le général... François Fillon disait ça. Vous imaginez le général de Gaulle mis en examen? Oui, ça je trouve que c'est pas très bien de sa part. C'est pas très bien de sa part parce que, d'abord, nous vivons une toute autre époque. Deuxièmement, parce que la mise en examen n'est pas une preuve de culpabilité, parce que la présomption d'innocence existe, et parce qu'enfin, il existe... Même pour quelqu'un qui s'apprête à être président de la République. Regardez-moi bien. Vous avez devant vous quelqu'un qui un jour a été mis en examen. En 5 secondes. Voilà. Bien, examen. Pourquoi? Parce que j'avais dit quelque chose qui n'avait pas plu à M. Strauss-Kahn au moment des scandales. La mise en examen, à ce moment-là, dans cette procédure, elle était automatique. On se souvient que vous étiez très en colère à ce moment-là. Monsieur Guénaud, le temps est dépassé. Automatique. Voilà. Et j'ai pas le droit de me présenter parce que j'ai dit ça ou parce que j'ai critiqué le juge gentil. Vous avez le droit, André Guénaud. Et nous vous remercions d'avoir accepté l'invitation de France Info. Méfions-nous de l'effroyable démagogie qui est en train de submerger la politique française. On s'en méfie. Merci, André Guénaud. Et merci à tous.